Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut repérer une façon rurale de mourir? Est-ce qu'il existe des coutumes, des traditions, des façons de faire qui aujourd'hui encore seraient extrêmement à distinguer de celles que l'on connaît dans l'univers urbain? Je crois qu'on ne peut pas aborder cette question sans rappeler ce que peut être au départ le monde rural. Je dis au départ, ça veut dire au moment où on commence à s'intéresser à sa fin, à son agonie, c'est-à-dire au tournant du XIXe et du XXe siècle. Alors, des travaux ont été menés, en particulier par les ethnologues qui ont travaillé dans les années 60, 70, autour de ça, à l'ultime moment, et qui ont mis en évidence que ce monde était caractérisé par des représentations de l'espace et des représentations du temps, par exemple, un petit peu différentes que celles que nous connaissons, avec éventuellement une représentation du temps qui allait plus dans le sens du cycle que de la linéarité. Alors, le cycle, évidemment, admet la reconduction d'un ensemble d'étapes, on va dire plus ou moins calquées sur ce qui était observable dans la nature, parmi lesquelles la mort est intégrée comme une étape du cycle. Par ailleurs, la représentation de l'espace montre qu'il n'y a pas de nature à la campagne au sens où il y aurait une sauvagerie, c'est-à-dire que toutes les terres appartiennent à quelqu'un et que chaque lignage, chaque famille, chaque chef de famille est puissamment propriétaire d'un espace qui le porte et avec lequel il partage tout un ensemble de qualités, des qualités qui sont des qualités de puissance vitale qui peuvent diminuer ou augmenter selon les circonstances et qu'il est absolument vital de pouvoir transmettre d'une génération à l'autre. Il n'y a rien de pire dans une famille rurale, dans cet univers-là, que de ne pouvoir plus transmettre son nom et son bien. Jeanne Favret-Saada, en particulier, autour de ses travaux sur la sorcellerie, a énormément travaillé là-dessus. Et son texte, qui s'intitule « La mort, les mots, la mort, les sorts », fait une sorte de paquet qui nous intéresse, puisqu'elle met en relation ce qui est de l'ordre du langage, de la médiation symbolique autour de ces échanges à l'intérieur de l'espace, et ce qui est de l'ordre de l'augmentation ou de la diminution de ce flux vital. Alors, les chefs de famille, si on schématise comme ça, sont donc détenteurs, porteurs de cette force vitale. Cette force vitale, elle se manifeste par un regard, par une appétence sexuelle, par une violence, par un impérialisme qui, éventuellement, à la mort de l'individu, va faire qu'on va avoir affaire à un revenant. Et il va falloir négocier avec ce personnage. Comment est conçue la vie et comment est conçue la mort, surtout dans un tel contexte? Eh bien, la mort va être conçue comme le résultat final d'une attraction par le vide, dit Jeanne Favret-Saada, qui constitue le principe actif qui seul fait circuler la force à travers les lignages, à travers le maillage social. Cependant, la mort est aussi vécue comme une déchirure du tissu communautaire, une déchirure qui est à même de faire fuir ce flux vital, ce flux d'énergie, et donc il va falloir veiller à cette déchirure, et une des façons de veiller à cette déchirure, c'est de développer tout un ensemble de rites dont l'idée générale est de neutraliser les influences malignes, de contenir le défunt dans l'au-delà, de sorte à ce qu'il passe dans un nouveau statut et qu'il y demeure, d'apaiser l'entourage et de redonner une place à des personnes, les proches du mort, qui, momentanément, ont été sous le coup probable d'une contamination. Le but, l'objectif final étant de restituer cette circulation de la force à travers le jeu des lignages entre eux. Il va y avoir pour cela un certain nombre d'étapes ritueliques absolument nécessaires, une quinzaine environ, que je vais essayer de vous décrire très vite. D'abord, pour dire que la mort, quand elle intervient, elle est toujours annoncée par quelque chose. Elle est annoncée par des rêves. Il existe même des corporations éventuelles de rêveuses qui sont là pour interpréter ces imminences. Elle est annoncée par tout un ensemble de
une lecture du comportement du malade. Elle est annoncée par des pénuries éventuelles dans les ressources. Par exemple, les vaches dont le lait tarit traduisent une puissance de mort qui passerait éventuellement là par le sortilège. Et elle est annoncée par l'intervention d'éléments du monde animal en particulier qui sont reçus comme étant des signes de malheur. Alors on connaît évidemment les chouettes, mais il y en a toute une série. Lorsque l'agonie débute, ce qui est remarquable, c'est que en même temps que le malade entre en agonie, la maison entre en agonie. Et cette agonie va se traduire par une fermeture de la maison, ou plus exactement une première fermeture des issues de la maison, comme s'il s'agissait de contenir absolument ce qui est en train de se jouer là. La lumière va être abaissée, l'ambiance va devenir extrêmement feutrée. On va vivre l'agonie au bout, dans un demi-silence, jusqu'à l'intervention du prêtre que l'on fait venir à travers le pays, qui souvent se déplace à pied et qui joue le rôle d'annonceur à la communauté de l'imminence du décès. Alors, ce prêtre, évidemment, vous avez vu sans doute des images dans des productions filmiques en particulier. Ce prêtre avance revêtu d'attributs vestimentaires tout à fait spécifiques et en procession avec ses acolytes. Voilà. Il traverse le pays et ainsi l'ensemble des membres de la communauté savent, s'ils l'ignoraient encore, l'imminence de la mort. Il va avoir aussi pour intervention de recueillir les dernières volontés du défunt et de veiller à son passage, à sa pacification spirituelle avant le passage dans l'au-delà. L'agonisant va être veillé sans interruption aucune par les membres de la parenté, comme si il fallait éviter ce qui a été évoqué tout à l'heure cet après-midi, à savoir ce moment où on s'absentait 5 minutes et où le malade en profitait pour décéder. Il faut surtout veiller à l'instant du décès, parce que il existe aussi des intersignes liés au décès. Il y a des façons pour l'agonisant de râler, des façons d'entrer en convulsion, qui sont autant d'annonciateurs du destin du lignage. Dans des périodes plus anciennes, on avait toute une mancie, c'est-à-dire un travail de devin autour de la façon dont les morts agonisaient. Lorsque la mort intervient, on va fermer simultanément les yeux du défunt, et c'est en général un membre proche de sa parenté, souvent même le successeur à la tête du nom, qui va fermer les yeux. On recueillera aussi la volonté ultime, et puis on va réduire absolument la lumière, voiler les miroirs et arrêter l'horloge. Donc il y a tout un travail autour du visible, autour de la lumière et autour du rythme, autour du temps. La toilette mortuaire est l'étape suivante, elle se fait par les membres de la parenté ou éventuellement des matrones accoucheuses qui font partie de la communauté. Et elle se fait à l'eau claire ou éventuellement au vin dans les régions vinicoles. Ce qui est important, c'est que ni ce vin ni cette eau ne seront jetées, mais elles seront dispersées dans un endroit à l'extérieur, mais encore sur les terres du défunt. Bien sûr, il est revêtu d'habits spéciaux, des habits qui sont soit prescrits par la coutume, soit choisi par le défunt lui-même, et on considère comme absolument sacrilège de ne pas céder à cette volonté-là. Le corps ainsi préparé va être exposé, il est exposé sur son lit, ou il est exposé sur la table de la pièce principale, et il est mis en scène d'une certaine façon, puisque, là encore, ça fait partie des images qu'on a pu saisir. On va, par exemple, lui lier les mains avec un chapelet, je dis bien lui lier les mains, et pas forcément lui mettre dans les mains. On va lui faire tenir un buis béni ou un bouquet de violettes. Le fameux buis béni étant un élément végétal de protection qu'on utilise par ailleurs pour d'autres choses, contre les attaques sorcières en particulier.
Et puis, ce mort va être veillé entre 2 ou 3 jours. Il est veillé principalement par les femmes, donc on retrouve une fonction très très maternante. Et un des objectifs est de s'assurer qu'il ne se réveille pas. Et ça n'est pas une plaisanterie. Durant ce temps, le voisinage, l'ensemble de la communauté, on va dire, sauf ceux qui ont vraiment un très gros contentieux avec le mort, et il s'agit d'un positionnement hostile, l'ensemble de la communauté va défiler devant le mort. Et on va, au cours de ce temps plus ou moins long, procéder à une sorte d'éloge systématique du défunt, quelle que soit sa qualité objective, et va être servie la boisson funéraire, chose qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, le vin chaud par exemple, ou d'autres mélanges, généralement des mélanges jugés chauds dans la classification vernaculaire, donc ça peut être aussi des tisanes. L'objectif étant de faire en sorte que les vivants qui sont autour du mort puissent se préserver de la froideur qui est la sienne. Donc on a affaire à un rite qui défend de la contamination. On pourra trouver aussi des rites de lamentation rituels, les dites lamentations étant d'une façon générale déconseillées à l'entourage proche du défunt, et porté par une corporation de personnes, soit issues de la même classe d'âge, soit les fameuses matrones accoucheuses qui peuvent aussi avoir ce rôle-là. La mise en bière se fait tout à fait dans l'intimité, une fois que toute la communauté a défilé, ainsi que le transport du cercueil à ceci près qu'on veille à ce qu'il sorte, comme on dit, les pieds devant. Il peut y avoir aussi des rites de perte du cercueil, c'est-à-dire on va lui faire une sorte de circulation à l'envers, avec des spirales, des retours, des détours sur son propre territoire vital, dans la cour de la ferme, afin qu'il perde son chemin. À l'enterrement, toute la communauté vient parce que le transport du corps se fait sous le glas, et à la sortie, évidemment, il va y avoir les mots de condoléances qui sont toujours des marques orales, jamais écrites, et qui signifient en fait à la parenté qu'on va la mettre pour un petit moment à l'écart. Il est extrêmement important, une fois qu'on s'est occupé du mort et de soustraire le mort à l'univers des vivants, de s'occuper de soustraire la parenté aussi à l'univers des vivants, de la soustraire partiellement et temporairement. Alors, les condoléances vont avoir fonction de signifier ça, et puis on va aussi retrouver et entourer la parenté au cours du repas funéraire, qui peut avoir des évolutions qui seraient jugées aujourd'hui un peu choquantes peut-être, puisque on va retrouver ma fameuse boisson rituelle. On fabrique du vin des morts, on fabrique du vin de cimetière. On peut même encore trouver des vignes plantées dans les cimetières, et dont on imagine évidemment que lorsque elles donnent du raisin, le raisin est en quelque sorte nourri de la présence des morts, et c'est une sorte d'endocannibalisme indirect, assez intéressant. Alors, souvent, ce sont de fort vieilles vignes et le vin est délicieux. Le vin des morts, le vin des cimetières, on appelle ça aussi le paradis. Dans certaines régions, il s'agit d'un cocktail arrangé par les jeunes gens, un cocktail qui mélange tout ce qu'on peut trouver. Il y a en particulier un rite funéraire pour les marins perdus à Gruissant, du côté de Montpellier, qui se pratique encore, où la saoulerie inévitable qui suit cette consommation se fait avec des produits entièrement fabriqués par composition de tout ce qu'on trouve. Vous imaginez évidemment ce que ça peut donner. Donc ça fait que la veillée funéraire, le repas funéraire, ce qu'on appelle l'obit, va pouvoir éventuellement tourner à la ripaille et à la franche beuverie, avec une idée finalement très sérieuse derrière tout ça, qui est que l'ivresse nous permet de nous préserver de la mort, mais qu'elle nous permet aussi par métaphore d'une transe, de pouvoir rejoindre l'univers des morts et de pouvoir circuler librement dans cet univers.
Du reste, les mots nous demeurent puisque on parle d'être ivre-mort. Voilà. L'objectif est celui-là. Le deuil va durer assez longtemps pour la famille et le deuil va être assez strict, généralement plus strict pour les femmes que pour les hommes. Il va s'étager entre 2 ans et entre 4 mois pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Il va se traduire par une claustration, une austérité vestimentaire ou une austérité, une mode en même temps. Dans certaines régions, Charente, en Bretagne par exemple, il était de coutume lorsqu'une jeune femme se mariait qu'on lui offre sa cape de deuil. Donc ça faisait partie c'était la jonction au trousseau. Il a existé des modes vestimentaires, on s'en rend plus du tout compte, aussi d'ailleurs dans l'univers urbain, surtout peut-être dans l'univers urbain. Le deuil va être vécu comme... Alors, il va y avoir aussi interdit sur tout type de divertissement et retranchement de la communauté. C'est-à-dire que les membres de la communauté vont s'adresser aux deuilleurs d'une certaine façon. Il va y avoir toute une transaction de la communication dans le temps qui est imparti. Et puis, pour finir, le dernier point rituel, c'est la commémoration du décès sous la forme de la messe, ou d'un ensemble de messes de commémoration, et puis sous la forme de la fête des morts, qui est un moment où on s'en va au cimetière d'abord pour nettoyer les tombes, où tous les membres de la parenté sont suscités à cela, y compris et surtout les enfants. Et ce matin, on évoquait l'idée qu'aujourd'hui, on mettait absolument les enfants à l'écart. Dans cet univers-là, c'était, je dirais pas le contraire, mais en tout cas très différent, puisque les enfants étaient requis pour s'occuper du monument funéraire, pour nettoyer. Et puis alors, on va... Comme ça se pratique encore dans des pays autres, comme le Mexique par exemple, on va illuminer la tombe, on va faire des libations. Encore une fois, dans les pays vinicoles, il n'est pas rare de couler du vin sur la pierre tombale. Et on va passer un petit moment comme ça au cimetière. Voilà ce qui constitue les points forts de la pratique dans le monde rural, on va dire, au tournant du 19e et du 20e siècle. Vous avez peut-être, vous, une expérience d'intervention en milieu rural. Je ne sais ce que vous allez retrouver là-dedans. Ce qu'on peut dire, c'est que y avait un fort encadrement symbolique et rituel, et que cet encadrement symbolique et rituel, il était héritier, finalement, peut-on penser, de ces stratifications dont parle Ariès, qui nous font remonter pratiquement au Moyen-Âge. Donc des traits culturels qui se sont en quelque sorte empilés, et qui ont été plus ou moins préservés, tant que ce que j'essayais de vous suggérer au départ concernant le monde rural dans la dimension de temps et d'espace existait. Le fait est qu'il va y avoir des changements essentiels au XXe siècle par rapport à ça. La campagne a énormément changé, ça on le voit tous, et surtout, les gens qui vivent à la campagne ne sont pas nécessairement ceux dont je viens de décrire les habitudes. Ça, je crois que c'est vraiment un point essentiel. Si on restait néanmoins sur les ruraux de génération ancienne, ce qu'on peut remarquer, et ce n'est pas incident, c'est que dans le cours du XXe siècle, on avait des paysans qui, dans les années 30, deviennent, dans le langage collectif, des agriculteurs, et qui aujourd'hui s'appellent des exploitants agricoles. Et cette chaîne-là me fait penser que de plus en plus, il y a divorce avec le pays, au sens où je l'avais évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a affaire à une désignation qui nous fait partir du pays, paysan, et qui nous fait venir à une étiquette extrêmement technocratique, technologique. Et ce divorce opéré avec le pays s'accompagne évidemment de la perte des repères qui étaient fournis par le pays et le détissage, le délitage du tissage social, communautaire, dans lequel la mort, telle que je viens de l'évoquer, s'inscrivait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre 1892 et 1955, on passe de 5,7 millions d'exploitants agricoles à 735 000, et qu'à partir des années, la fin des années 80,
le phénomène va s'amplifier. Et aujourd'hui, dans bon nombre de régions, eh bien, les ruraux, au sens où je l'ai défini au départ, les descendants des paysans sont absolument minoritaires. La campagne, elle est peuplée par des gens, d'autres gens qui sont venus. Alors, la campagne ancienne a vieilli, beaucoup de ces enfants sont partis, le lien culturel transgénérationnel s'est affaibli, la religion a dépris en grande partie, et la religion avait une importance majeure dans tout ça. Et la renaissance de la campagne entre 1975 et 82, elle est portée par la résidence secondaire. C'est-à-dire qu'on a affaire à une campagne sans paysans. Aujourd'hui, la campagne, elle est peuplée à 23% des paysans. Le reste sont ceux qui sont venus à la campagne, qui sont venus vivre à la campagne, qui sont peut-être venus mourir à la campagne. Et vivre à la campagne, peut-être mourir à la campagne, c'est vivre une qualité de vie. C'est venir dans un endroit qui s'oppose radicalement à la frénésie urbaine. Et on est passé d'un regard sur la campagne qui a évidemment tout à fait changé. Il y a eu un temps où le rural était un arriéré, c'était jusque dans les années 60. Et puis il y a eu cette renverse, et le rural et donc le monde rural, est devenu un écolo. La campagne, c'est la nature. Quand on va dans la nature, on va à la campagne. C'est le lieu d'une espèce d'authenticité, une espèce de prise de valeur absolument incroyable. Cette campagne, en fait, elle est très rousseauiste. C'est la campagne du lieu des origines, c'est la campagne du lieu de pureté, c'est la campagne du lieu de ressourcement. Et je pense qu'il existe une relation thématique assez forte entre l'idée du mourir à la campagne et cette représentation-là. Les rites que j'ai décrits tout à l'heure n'existent quasiment plus. Et puis, il y a la télévision. Et la télévision, elle est dans tous les foyers. Elle est dans tous les foyers et elle transmet, elle manipule, elle joue avec des référents qui sont des référents essentiellement urbains. En gros, on peut dire quand même qu'il y a une sorte d'homogénéité qui est imposée au détriment de ces formes anciennes et qui contribue à refondre complètement ces conceptions qu'on pourrait avoir dans ce territoire-là. C'est-à-dire que l'ordre télévisuel est un ordre urbain, pas un ordre... il est univoque, il n'est pas d'une très grande variété dans les référents qu'il manipule. Et puis alors lié à ça, et transmis par ça, il y a la survalorisation peut-être de l'individualisme, d'un individualisme essentiellement fondé sur l'individu dans la satisfaction de ses désirs, dans sa puissance vitale portée par ses désirs, avec l'idée d'immortalité qui a été longuement évoquée, entrecroisée par pas mal de monde aujourd'hui. Et puis pour finir, il y a ce que j'appellerais le désenchantement industriel à la campagne. C'est-à-dire que la campagne de tous les jours, c'est une campagne... le travail à la campagne de tous les jours, c'est un travail à la campagne qui est fait de machines, qui est fait de produits, qui est fait de soucis de rentabilistes, qui est fait de toutes ces choses qui nous viennent de l'usine, en fait, finalement, qui ont contribué à éteindre en grande partie le maillage que je décrivais tout à l'heure, le maillage collectif qui se nourrissait de ce cheminement rituel. Je voudrais juste terminer sur l'idée que ce déni de la mort qui est observable, à mon sens, aussi à la campagne, parce que la campagne, selon les vœux d'Alphonse Allais, est devenue la ville, la ville à la campagne. Ce déni de la mort, en fait, il traduit plus fondamentalement, plus essentiellement, au-delà de la campagne même, il traduit le délitement des relations sociales. Et la campagne aujourd'hui n'y échappe pas. Merci.